Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire de l'actualité ce soir. L'équipe médico-renommée Rouba Rouge dans les écoles guinéennes, l'idée de plan international, une manière de lutter contre le VIH-Sida en milieu scolaire. Une nouvelle infrastructure scolaire pour les populations de Binkili, c'est à Kindia, et l'œuvre de la compagnie Roussal CBK. Le volume d'investissement est estimé à près de 300 millions de francs guinéens. Enfin, nous irons à Fria et à Télimélé où les comités préfectoraux de suivi environnemental et social s'activent. Objectif, réduire les impacts négatifs des projets miniers dans leur localité. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ces messages départ. Beijing, le 4 octobre 2019, à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République chef de l'État, Conakry. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Guinée, je tiens à exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes vœux meilleurs à vous et à travers vous au gouvernement et au peuple ami guinéen. La Guinée fut le premier pays d'Afrique subsaharienne à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Durant les 60 ans écoulés, malgré les vicissitudes de la vie internationale, la sincérité, la fraternité et le soutien réciproque ont toujours été au cœur des relations de nos deux pays. Ceci a donné un bon exemple de solidarité et de coopération entre la Chine et l'Afrique. Je me félicite qu'au cours de nos plusieurs rencontres ces dernières années, nous avons dégagé des consensus importants sur l'établissement et le développement du partenariat stratégique global chino-guinéen et conduit les relations bilatérales et la coopération tous azimuts à un nouveau palier tout en apportant des bénéfices tangibles à nos deux peuples. Attachant un grand prix au développement des relations et à l'amitié traditionnelle entre nos deux pays, j'entends travailler ensemble avec vous sur ce nouveau point de départ du 60e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques, en profitant des opportunités historiques offertes par la construction commune de la ceinture et la route, et par l'essor vigoureux de la coopération chino-africaine pour consolider l'amitié et la confiance mutuelle, approfondir la coopération substantielle et promouvoir sans cesse le partenariat stratégique global chino-guinéen au plus grand bénéfice de nos deux pays et de nos deux peuples en contribuant positivement à la construction de la communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide. Il se trouve qu'en ce moment, Excellence, Monsieur le Président, le 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée m'offre l'agréable occasion de souhaiter prospérité à votre pays et bonheur à votre peuple. Que l'amitié chino-guinéenne soit éternelle. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. À son Excellence, Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président et chers frères, au moment où la République de Guinée célèbre l'anniversaire de son indépendance, il m'est agréable de vous adresser mes félicitations et mes voeux les meilleurs de santé et de bonheur. Je souhaite également progrès et prospérité au peuple guinéen sous votre conduite éclairée. Je me félicite à cette occasion des excellentes relations d'amitié, de fraternité, de souveraineté que nos deux pays ont en partage et je tiens à vous renouveler ma constante détermination à promouvoir avec votre excellence la forte dynamique marquant la coopération maroco-guinéenne pour la porter au niveau d'un partenariat dense et renforcé tant sur le plan bilatéral que régional. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération faite au Palais Royal de Rabat le 27 septembre 2019, Mohamed VI, roi du Maroc.
À la une de cette édition, le chef de l'État a reçu en audience au Palais Sékou Touré un groupe d'investisseurs japonais. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et ses investisseurs nippons ont porté essentiellement sur un projet d'installation d'une unité de transformation de cacao à Kissidougou. Images et commentaires du bureau de presse de la présidence. En recevant en audience ce groupe d'investisseurs japonais, le président de la République, le professeur Alpha Condé, atteste ainsi sa volonté d'ouvrir la porte Guinée aux investisseurs. Durant la rencontre, les entretiens entre le chef de l'État et ses hôtes ont porté sur la production, mais aussi la transformation des produits agricoles guinéens. Ces investisseurs sont membres respectivement de la société Tajibana International et de Kanetsu International. Ces deux sociétés japonaises qui souhaitent intervenir dans la production, la transformation et la commercialisation du cacao en Guinée, précisément à Kissidougou pour 3 ans. Nous avons présenté à 2 gens de sociétés japonaises qui s'appellent M. Yazaki de la société de commerce extérieur Kanematsu. Ensuite, d'autres personnes étant M. Ishimoto, qui travaille dans une société de commercialisation de cacao. Et en coopérant avec 2 sociétés japonaises, avec le gouvernement du Japon, on a tenté de recherche de commercialisation de cacao auprès de la région de Kissidougou pendant 3 ans. Puisque le gouvernement guinéen a intéressé de promouvoir la production de cacao, ensuite transformation. Donc cette fois-ci, nous avons déjà expliqué à M. le Président Alpha Condé de notre plan d'amplitude en 3 ans, de comment on fait augmenter la production de cacao et puis comment on peut le faire de transformation en bonne qualité de chocolat. Cette première équipe sera suivie très bientôt par des techniciens pour la mise en œuvre de la première phase qui doit durer 3 ans. Comme annoncé dans les titres, Plan international envisage l'introduction de la méthode ruban rouge dans le système éducatif en Guinée, une méthode qui permet d'éduquer les élèves de l'élémentaire et du secondaire sur les modes de prévention du VIH-Sida en milieu scolaire. Explication Hadi Kamara, Ousmane Bangoura. Il s'agit de 1000 kits pour la méthode des turbans rouges. Ils sont offerts par l'ONG Plan International Guinée, destiné aux écoles primaires et secondaires, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. L'objectif est de renforcer la lutte contre le VIH-Sida en milieu scolaire. Toute la subvention qu'on nous accorde, tout l'appui des partenaires, le traitement des malades aujourd'hui prend jusqu'à 70%. C'est pourquoi il était important de penser à de nouvelles stratégies, surtout en matière de prévention, cette fois-ci en allant dans les écoles depuis le primaire et le secondaire, pour ne pas que la question du sida soit un sujet tabou au niveau des élèves du primaire et du secondaire. L'introduction de cette nouvelle méthode de lutte contre le sida dans les établissements scolaires garantit la sensibilisation à la base. Le matériel mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sera utilisé à bon escient. Nous nous emploierons à faire de notre mieux pour que l'extension de la distribution de ces kits-là se fasse sur toute l'étendue du territoire national dans nos écoles. Les partenaires comptent poursuivre ce élan à travers d'autres investissements inscrits dans le registre. Cet accompagnement de plan international s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique qui a pour ambition de permettre à 2 250 000 filles et jeunes femmes vulnérables et exclues de prendre des décisions éclairées au sujet de leur vie et d'être protégées des mutilations génitales féminines au cours des 5 prochaines années, 2020-2024. Plan international Guinée, tout en saluant les efforts fournis par l'État et ses partenaires dans l'accès
et l'offre de services de protection de qualité appuie les engagements des autorités pour l'application des droits de l'enfant visant à éliminer la stigmatisation et toute forme de discrimination basée sur le genre. C'est un ensemble de 7 planches recto-verso, imagées comme vous l'avez dit, dont le but est de pouvoir donc éduquer très tôt les enfants pour qu'ils aient, quand ils seront adultes, des comportements responsables. Le gouvernement apprécie hautement l'initiative. Cette méthode, de ce qu'on en dit, et par le fait qu'elle a été homologuée par l'UNESCO, nous semble prometteuse comme instrument de lutte, de prévention contre cette maladie extrêmement dangereuse. Je voudrais encore une fois vous dire merci, réitérer notre engagement à poursuivre les efforts, à soutenir le comité, à soutenir le système éducatif. Parce que l'introduction dans le système de la prévention est essentielle. À noter que l'éditeur a prévu un autre lot important de livres destinés aux enseignants afin de faciliter l'éducation et la sensibilisation sur la prévention du VIH-Sida en milieu scolaire. Direction Cancan avec la construction de nouveaux établissements scolaires. L'infrastructure comporte 3 nouvelles salles de classe qui font le bonheur des citoyens de Nabaya. Le ministre de l'Éducation nationale s'est réjoui et souhaite que l'initiative favorise la scolarisation massive des enfants. Mama Issata Kamara, Abdul Khalifa Keita. L'école primaire Toumani Sangaré se situe dans la banlieue de la ville de Cancan. Elle est composée désormais de 6 salles de classe, 2 latrines, un logement pour le directeur et un forage pour la fourniture d'eau potable. Grâce à ces 3 nouvelles salles de classe, les élèves de cette localité peuvent suivre le cycle de l'élémentaire. Quand vous regardez le site, vous trouverez qu'aux environs, il y a beaucoup de villages ruraux où les enfants sont très nombreux, mais non scolarisés. Notre souhait est qu'au niveau de la préfecture de Cancan, que le maximum d'enfants à l'âge de la scolarisation soient scolarisés. Cette école permet d'approcher l'école à la communauté, de booster la scolarisation de tous les enfants en âge d'être scolarisés et de permettre que les enfants puissent étudier dans cette école à cycle complet, c'est-à-dire du CP1 au CM2. Ces 3 nouvelles salles de classe viennent s'ajouter à d'autres infrastructures scolaires publiques déjà réalisées dans la région. Elles contribuent à réduire le déficit d'écoles primaires dans le Nabaya. C'est une initiative citoyenne qui vient en appui à l'État dans sa politique de construction d'infrastructures scolaires. Nous prenons l'engagement de l'inscrire dans le patrimoine de l'éducation nationale, donc dans le patrimoine bâti de l'État, et de faire bénéficier à cette école, à cette communauté, tout ce que les autres écoles pourront bénéficier. Pour cette année scolaire, plusieurs infrastructures réalisées seront opérationnelles dès l'ouverture des classes. Les populations de la localité saluent l'acte du donateur à travers cette animation culturelle. Remise d'une infrastructure scolaire dans le district de Binkili, commune rurale de Mambia. C'est une action de la compagnie Roussal Sebrika pour les enfants de cette localité. Coût d'investissement, près de 300 millions de francs guinéens. La remise officielle des clés a connu une forte mobilisation de la part des populations et autorités de Kindia. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Le secteur de Nyanaya à Binkiling, dans la serre de Mambia, à Kindia, bénéficie d'une infrastructure scolaire. L'édifice comprend 3 salles de classe, une direction et un bloc de latrines. La remise des clés de cette école primaire mobilise population locale et autorités de Kindia. Le don est de Roussal Sebeka.
Дети являются гражданами завтрашнего дня. Il n'y a pas de sujet plus important que l'éducation et l'avenir des jeunes. Les enfants sont citoyens de demain et représentent l'avenir du pays. Il est essentiel que chacun ait accès à l'éducation. L'investissement dans l'éducation des jeunes peut contribuer au développement socio-économique durable du pays. Aujourd'hui, à la veille de la nouvelle année scolaire, nous sommes heureux de vous accueillir tous à notre cérémonie consacrée à la remise officielle des clés et l'ouverture d'une nouvelle école primaire de 3 classes. Le coût de réalisation est estimé à plus de 290 millions de francs guinéens. L'objectif est de renforcer le système éducatif à Mambia, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations. À la base, on ne peut pas dire tel est journaliste, tel est docteur, occupe une place quelque part si tu n'as pas fréquenté l'école. Maintenant, si à l'école, nous dirons à tout un chacun d'envoyer les enfants à l'école. Nous ne voulons voir aucun enfant maintenant traîner dans la rue, que ce soit les filles, les garçons. Nous remercions notre grand guide, qui n'est autre que le président professeur Alpha Condé, qui a trouvé ces initiatives face à des sociétés minières. Il faut que les filles soient inscrites à cette école au même titre que les jeunes garçons. Donc c'est une préoccupation majeure du gouvernement. Nous suivrons la ligne que le président a bien voulu tracer pour cette nation, pour notre Guinée qui veut être émergente. En plus de la construction de cette école, d'autres infrastructures ont été réalisées dans les villages de Mambia et de Frigiagbe, notamment des postes de santé, des lieux de culte, des terrains de football et une dizaine de forages. La journée de l'enseignant sera célébrée demain 5 octobre. Le ministre de l'Enseignement supérieur a dans une déclaration exprimé la volonté du gouvernement à créer de meilleures conditions de travail en Guinée. Cette année, la célébration de cette journée placée sous le thème « Jeunes enseignantes et enseignants, avenir de la profession ». Le ministre Yero Baldé est au micro de Francis Collier. Le 5 octobre de chaque année, à l'occasion de la journée mondiale des enseignants, nous célébrons les enseignants et le rôle primordial qu'ils jouent dans la fourniture d'une éducation de qualité au bénéfice des enfants de Guinée. En effet, nous sommes conscients que les enseignants sont indispensables à la réalisation des objectifs de développement durable en vertu desquels les gouvernements se sont engagés à fournir une éducation de qualité. Ces objectifs sont en droite ligne avec ceux du PNDS, qui fait du capital humain l'un des principaux piliers sur lesquels repose le développement économique et social de notre pays. Cette année, la Journée mondiale des enseignants a pour thème « Les jeunes enseignantes et enseignants, l'avenir de la profession ». En cela, il s'agit de promouvoir la recommandation de l'Organisation internationale du travail OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966, ainsi que la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur de 1997. À ces égards, il est essentiel de continuer à défendre la liberté pédagogique, la reconnaissance des qualifications professionnelles des enseignants et leur rôle essentiel dans les progrès de l'éducation, ainsi que l'importance de leur contribution au développement de la personne humaine et de la société moderne. Le gouvernement guinéen et l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale signent un accord de partenariat avec une entreprise française spécialisée dans l'enrôlement biométrique. Ainsi, les futurs bénéficiaires des programmes de l'ANAIS seront les premiers à intégrer ce système. Les conditions et les obligations de chaque partie ont été aussi définies. Al-Gassi Mouba nous signe ce reportage. D'octobre 2019 à décembre 2020, 40% des citoyens guinéens, soit environ 6 millions de personnes les plus démunies, seront authentifiés afin de pouvoir bénéficier du soutien de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale sous forme de transfert monétaire, travaux à haute intensité de main-d'œuvre et accompagnement communautaire.
La signature du présent contrat définit les conditions de la mise en place du dispositif d'enrôlement et les obligations que chacune des parties doit remplir pour sa réalisation. Comme la biométrie aujourd'hui est devenue une méthode de transparence, l'ANIES a engagé l'enrôlement de ses futurs bénéficiaires et c'est dans ce cadre que l'appel à candidature pour ce contrat a été remporté par IDEMIA, qui est leader mondial dans ce domaine. C'est un enjeu pour nous important parce que nous sommes convaincus que les technologies qu'on apporte, et en particulier la biométrie, c'est des technologies qui servent et qui doivent servir le plus grand nombre. Donc ça, c'est très important. D'autre part, c'est un projet significatif pour nous en Guinée. On est très très heureux de la signature de ce projet-là et j'espère d'une présence d'IDEMIA de long terme avec le gouvernement guinéen. Cette signature fait suite à une négociation entre l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale et l'IDEMIA, une entreprise française de sécurité numérique spécialisée dans l'enrôlement biométrique. Nous avons fait notre contrat, nous sommes allés négocier très durement avec IDEMIA. Nous avons aussi imposé des garanties d'interopérabilité et de réversibilité. Ce que cela signifie, ça veut dire en fait que même si demain on décidait de rompre le contrat avec IDEMIA, IDEMIA prendra à sa charge toutes les garanties nécessaires en dégageant des ingénieurs notamment pour que notre système, notre base de données puisse être utilisée par l'opérateur qu'on aura choisi. Au terme de cette rencontre, la délégation a été reçue par le Premier ministre pour parler de la faisabilité et les garanties présentées par le projet. Le processus d'identification démarrera ce mois d'octobre avec une phase d'expérimentation de 6 mois qui portera sur 400 000 personnes ou plus. Il sera généralisé progressivement sur l'ensemble du territoire national à partir de juin 2020. Et puis cette bonne nouvelle pour les soldats de l'économie guinéenne, l'administration douanière va bénéficier d'équipements modernes de contrôle et de sécurité. Il s'agit au total de 6 scanners, un appui personnel du chef de l'État à la poursuite des réformes dans les régies financières du pays. Mohamed Seyar Souma. L'administration des douanes sera bientôt dotée de 6 nouveaux scanners mobiles, des équipements de dernière génération pour lesquels un accord vient d'être scellé entre le fournisseur et l'État guinéen. Pendant ce temps, les deux parties tiennent mordicus au respect du cahier de charge. L'installation de scanners mobiles de ce type dans le monde. On a déjà eu à travers d'autres projets l'occasion de les installer dans d'autres pays et ça a donné satisfaction, que ce soit en matière de facilité, que ce soit en matière de fluidité de scan. Avec ces installations de scanners en nombre de 6 qui seront éparpillés entre des frontières terrestres et aussi des frontières maritimes. Nous allons créer toutes les facilités aux concessionnaires de s'installer. Le président a donné des instructions fermes pour que les services des douanes prennent des dispositions pour aider les concessionnaires à mieux s'installer et bénéficier de toute leur collaboration pour la mise en œuvre effective des thèmes de la Convention. Pour le moment, les douanes guinéennes disposent de 2 scanners installés au port autonome de Conakry. En moyenne, ils vérifient 300 à 350 conteneurs par jour. Pour plus d'efficacité et de rapidité dans les opérations, ce dispositif de contrôle va nettement quadrupler dans les prochains mois avec l'introduction de 6 nouveaux scanners mobiles, une révolution tant souhaitée dans l'administration des douanes. Avec l'évolution du commerce international, on n'a plus la possibilité d'ouvrir tous les colis fermés pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, avec les scanners, nous allons à la fois faciliter les échanges avec l'extérieur, fluidifier le passage des marchandises au port, mais également sécuriser la population. Parce que ça nous permettra d'assurer la sécurité. Selon la Direction générale des douanes, le premier lot de scanners mobiles va être disponible dans les 4 mois à venir. La fourniture sera assurée par la Société africaine d'investissement et d'infrastructure, une compagnie panafricaine qui intervient dans de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest et australe.
Politique, la Commission électorale nationale indépendante poursuit ses opérations. Elle vient de lancer celle liée à l'identification des électeurs. La première activité se déroule dans la commune de Matoto, plus précisément dans le quartier Simbaya École. Makeme Donzo. L'opération d'identification des électeurs commence dans la commune de Matoto par le quartier Simbaya École. Un quartier composé de 8 secteurs, avec au total 14 217 électeurs. Elhaji Ibrahima Troua Dabo, chef de quartier, est le premier à être identifié. Ces opérations d'identification vont durer 10 jours. Les notables et les leaders religieux sont impliqués dans la sensibilisation pour un maximum de mobilisation des populations. J'ai 8 mosquées et 2 églises dans mon quartier. Notre organisation, dès aujourd'hui, on envoie l'écrit immédiatement dans les 2 églises et nous allons faire passer les membres du bureau dans les 6 mosquées. Cette opération d'identification des électeurs concerne pour cette première phase les personnes déjà inscrites dans le fichier électoral. Les jours à venir, la Commission électorale nationale indépendante compte entamer la seconde étape qui va toucher les nouveaux électeurs. L'opération aujourd'hui d'identification des électeurs ne concerne que ceux qui sont connus dans notre base de données pour pouvoir nous permettre de leur donner un statut. Cet électeur qui est dans notre base de données, il est encore résident dans la localité. Cet électeur, il n'est plus dans la localité, il s'est déplacé, il est parti ailleurs. Cet électeur, il n'est plus là, il est décédé. Ça va nous permettre d'assainir en partie le fichier électoral en attendant la grande opération de révision. Ceux qui ne sont pas dans notre base de données, c'est de nouveaux électeurs pour nous. Qu'ils aient 18 ans ou qu'ils aient plus de 18 ans, à partir du moment où ils ne sont pas encore connus dans notre base de données, ils doivent se faire inscrire comme nouveaux électeurs, mais ça se fera dans le cadre de la révision des listes électorales. L'identification des électeurs est une étape de la révision du fichier électoral. Pour un début, chaque secteur aura son kit d'enrôlement pour faciliter les opérations de recensement sur le terrain avec les KERL. Cette opération est le seul moyen qui permet à un citoyen d'avoir une carte d'électeur. Dans la région de l'Abbé, l'heure est à la formation des membres des KERL, entendez, commission administrative d'établissement des listes électorales. Dans les préfectures de l'Abbé et les Louma, l'équipe est déjà sur place. Elhaji Abdoulaye Diallo, envoyé spécial. Les membres de commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales sont la cheville ouvrière de la révision. Cette année, la révision va intégrer dans le fichier tous les acteurs majeurs depuis 2015. Mieux, tous les électeurs présents dans le fichier électoral doivent repasser devant la machine pour confirmer ou compléter leurs données. Nous avons mis en place des KR, des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Ce sont ces KL qui sont en formation actuellement pour savoir comment identifier les électeurs existants déjà dans la base de données afin que ces derniers viennent se confirmer quand la machine sera là. Quel est le statut des anciens électeurs? Est-ce qu'ils sont malades? Quels sont ceux qui sont malades? Quels sont ceux qui sont décédés? Quels sont ceux qui se sont déplacés? Quels sont ceux qui ont des anomalies et enfin ceux qui sont décédés? Cette opération de révision sera précédée d'une identification individuelle de tous les électeurs figurant sur la base de données. Il est important que les citoyens sachent que cette première phase qui est la phase d'identification qui se fera en 10 jours est une phase préparatoire. Et la seconde phase qui est la phase de révision se fera en 25 jours, qui se fera immédiatement après la phase d'identification. Tous les électeurs doivent passer devant les machines. D'ailleurs, c'est une des recommandations fortes de l'audit qui s'est fait en Guinée sur la base de données ou le fichier électoral guinéen. La CENI a augmenté le nombre de KERL de l'ordre de 65% ici pour rapprocher les électeurs de leur lieu d'enrôlement.
On reste dans le même volet, mais cette fois-ci avec l'établissement du fichier électoral. La CENI forme les agents en charge de la révision. Kirouane Mandiana, le vice-président de l'institution en charge des élections, insiste sur la maîtrise des différents paramètres des fichiers pour la réussite de l'opération. Saïdou Mandialo. Les agents désignés pour la révision des listes électorales sont en formation. Ils apprennent les méthodes de remplissage des nouveaux formulaires édités pour le recensement, notamment la prise en charge des nouveaux électeurs, les demandes de réaffectation et les corrections des anomalies portant sur l'identité, la filiation et les empreintes. Des informations essentielles dans l'établissement du fichier. Maîtriser les règles et les techniques nécessaires, les procédures nécessaires à l'identification de ces électeurs, mais de l'autre côté, nous avons aussi donné mis un accent particulier sur le choix de ces membres constituant la commission conformément à l'article 7 du code électoral, notamment le critère de disponibilité, le critère de connaissance, n'est-ce pas, du français en lecture et en écriture, et aussi de veiller à l'encadrement des formulaires qui sont mis à la disposition et au remplissage des statistiques. Nous attendons aussi que les invités soient en mesure de faire le travail qu'on les a compris après formation. Parce que notre objectif, c'est de les former afin qu'ils puissent travailler très dans le cadre de la révision, de l'intégration des électeurs. Pour cette opération, partout dans la savane, les partis politiques sont associés, comme dans les autres préfectures du pays. Ils sont 194 pour Mandiana sur un effectif de 485 personnes que comptent les KRL de cette localité. L'implication des partis politiques, c'est pour une question de transparence, pour qu'ils voient tout ce qui se passe au niveau de la CENI, que nous le faisons avec transparence et qu'ils peuvent amener, même après l'installation des KR, leur formation, ils peuvent amener autant de superviseurs qu'ils veulent pour venir voir les missions de supervision au niveau des KR, pour venir voir comment se passe l'enrôlement. Et pour réussir la formation, les participants ont été répartis en plusieurs groupes pédagogiques. Question pour la CENI de faciliter l'appropriation par les acteurs des modules enseignés. En plus bref, le ministre de l'administration du territoire a réussi en audience une délégation de l'OEM. Cette institution s'engage aussi à accompagner le gouvernement guinéen dans le processus électoral en cours, une démarche vivement saluée par le général Bourima Condé. Nous y reviendrons. Dans l'actualité également, les comités préfectoraux de suivi environnemental et social des préfectures de Télémélé et Fria améliorent leur connaissance en matière de gestion des projets miniers. Objectif, réduire les impacts négatifs de l'exécution des travaux miniers dans leur localité. C'est une initiative du projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration dans la gestion des projets intégrés. Abdoulaye Ninguelande Diallo. Malgré l'engagement du gouvernement, la dégradation de l'environnement devient de plus en plus inquiétante en Guinée. Alors que la Constitution du 7 mai 2010 invite les citoyens à sauvegarder et rendre l'environnement sain et durable. Pour minimiser les impacts sur la vie des populations, les acteurs des comités préfectoraux de suivi environnemental et social de Télémélé et de Fria renforcent leurs connaissances pour mieux superviser les activités des projets miniers. Les comités préfectoraux qui ont la responsabilité d'assurer le suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale soient outillés pour être en mesure de réaliser leurs missions. Le gouvernement a mis en place ces comités, mais ces comités n'ont pas bénéficié de renforcement des capacités pour pouvoir faire leur travail. Le projet vient en appui à la fois pour former et équiper de façon à ce que ces acteurs locaux soient en mesure de réaliser, d'assurer leurs missions. J'ai été outillé. Je ne savais pas que toutes les couches doivent être impliquées par rapport à l'évolution de ces sociétés. On pensait que c'était au niveau du gouvernement seulement, mais à l'issue de cette formation, j'ai compris que toutes les couches sont impliquées. La détermination des autorités est grande. Dans chaque préfecture du pays, des comités sont créés dans le but de discuter avec les promoteurs des projets liés à la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale.
Pendant 2 jours, ils se sont familiarisés avec les concepts de base qui consistent à identifier, à évaluer et à prioriser les risques d'un projet minier. On ne peut pas dire, n'est-ce pas, ces projets miniers de ne pas exploiter les mines parce qu'on en a besoin. Mais ce qui est important, parallèlement à l'exploitation minière, il est important que des dispositions soient prises afin de mieux contrôler la mise en œuvre justement de ces plans de gestion environnementale qui consistent justement à maîtriser les impacts environnementaux et sociaux générés par ces projets miniers. À travers cette initiative, le projet d'appui au renforcement des capacités de l'administration pour la gestion des projets intégrés entend veiller à la surveillance et à la protection de l'environnement. La Guinée veut coordonner les interventions des acteurs qui évoluent dans la gestion des catastrophes naturelles. Le pays vient de se doter pour cela de 2 documents stratégiques. Ces documents ont été présentés au cadre des différents départements concernés par la question climatique. Mamadou Alpha Baldé. 2019 a été l'une des années les plus pluvieuses en Guinée, avec plus de 1000 mm d'eau tombée au mois d'août passé. Inondations et catastrophes naturelles ont été enregistrées dans plusieurs préfectures du pays. Pour sortir des réactions hasardeuses et souvent peu coordonnées entre les différents acteurs sur le terrain, un document stratégique sur la réduction des risques de catastrophes et un plan stratégique de gestion d'éventuelles catastrophes naturelles sont élaborés. Je me suis félicité également de l'importance que le système des Nations Unies, n'est-ce pas, accorde à la prévention des risques et la réduction de ces catastrophes dans notre pays. Je suis très content, je l'ai rassuré également de l'accompagnement de la Guinée dans tout le travail qu'ils sont en train de faire pour réduire ces risques dans le pays. J'ai rassuré également le représentant du système des Nations Unies de l'exploitation réelle de ces documents que nous approprions aujourd'hui et que peut-être ça va nous conduire à prévenir des risques et tout au moins à réduire les risques éventuels dans notre pays. Ces documents constituent désormais un outil de base à toute action liée à la gestion ou à la prévention des catastrophes naturelles. Avec le système des Nations Unies, plusieurs départements comme celui de l'environnement, de l'agriculture et de l'administration du territoire devront participer à leur mise en œuvre. Les risques sont liés au changement climatique, aux événements extrêmes liés au climat. Ça peut être des risques aussi sanitaires, ça peut être des risques chimiques. C'est important que ces plateformes-là soient des plateformes inclusives, intersectorielles, avec un leadership fort du gouvernement, afin que des plans de contingence soient mis en place pour mitiguer toutes les occasions où l'impact peut être très important sur les populations, en particulier les populations les plus vulnérables. Aujourd'hui, le réchauffement de la planète est à l'origine de phénomènes climatiques de plus en plus dangereux et imprévisibles. Aucun pays n'est à l'abri des risques liés au dérèglement climatique, d'où la nécessité de se préparer à toute éventualité. Une mission du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage du Niger était récemment en séjour de travail à Conakry en toile de fond, s'inspirer du modèle de formation continue utilisé par son homologue de l'ONPP. Le point avec Komara Moussa. La formation professionnelle guinéenne présentée comme un modèle sur le continent. À Conakry, depuis quelques jours, des experts nigériens viennent s'inspirer du mode de financement développé par la Guinée. La formation continue et l'apprentissage des petits métiers est au menu des échanges. À l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, les enseignements sont pertinents. Le domaine de la formation continue, l'ONFPP est très en avance. Et ils ont mis en place un dispositif qui est calqué sur les schémas des directions générales des impôts en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, et avec des conseillers qui suivent les dossiers de ces différentes entreprises aux fins de formation. Et ça, je pense que c'est une expérience qui est très positive que nous allons expérimenter au Niger, que nous allons capitaliser et mettre en pratique au Niger.
Ce voyage d'études et de partage d'expériences a permis à la délégation nigérienne de comprendre tous les mécanismes de fonctionnement de leurs homologues guinéens. Surtout, sa collaboration avec les entreprises cotisantes en termes de renforcement des capacités des ressources humaines. L'objectif étant de capitaliser les expériences de bonnes pratiques pour booster l'apprentissage dans leur pays, pendant que le modèle nigérien en termes de mobilisation des ressources auprès des partenaires reste une école pour la Guinée. Constater même pour le programme d'insertion des jeunes par l'apprentissage que nous avons mis en place, qu'on a écrit et qu'on a conceptualisé, peine à avoir des ressources, alors que ce programme entre en droite ligne avec la lutte contre l'immigration clandestine. Et aujourd'hui en Guinée, nous l'avons, on a du mal à mobiliser les ressources qu'il faut pour le financer, alors qu'ailleurs, les mêmes partenaires qui sont présents ici sont au Niger et c'est plus dynamique et plus efficace. Il va falloir qu'on se penche, c'est la leçon à tenir de cette mission. Il faut que nous penchions sur ce qui fait que nous n'arrivons pas à séduire ces partenaires techniques et financiers. L'urgence pour ces deux institutions sous-régionales est d'intensifier les efforts pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les ressources sont insuffisantes, mais elles comptent sur la mutualisation des bonnes pratiques pour freiner l'immigration clandestine des jeunes et le sous-emploi qui frappe de plein fouet le continent africain. Enfin, page noire, le président professeur Alpha Condé s'est rendu ce soir dans la famille d'Abdul Karim Bangoura, décédé ce 3 octobre. Abdul Karim Bangoura était le PDG des imprimeries BAC. Bureau de presse de la présidence. Abdul Karim Bangoura, plus connu sous le sobriquet BAC, n'est plus. Il s'est éteint le jeudi 3 octobre 2019. Informé, le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu à la levée du corps à l'hôpital Ignace Dine. Le chef de l'État s'est recueilli devant la dépouille mortelle. Né en 1952 ici à Conakry, Abdul Karim Bangoura était le PDG de l'imprimerie BAC, membre du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et du patronat guinéen. BAC était aussi conseiller de la Fédération guinéenne de football. Abdul Karim itarana beiki ife kelena falambe ina gambe lu Alpha Condé gambira ha ala logo na girigi o mama yehu isigama itemu ala bara mangefi woma la tege no wonli ana won setma o mudarara amghera khuru atalaga na bama mutanaga na tambuma muma model la bama awalaga président Alpha Condé alaga buumbe alaga sima kafu alaga bumangaya famille naga e bara nyalagi asantongo na bari agafa e gadi afanga fa dubabe mangena ala magandibe ambirama khalekine teku Abdul Karim Bangoura bak ombiri na hi yala to ita munabe mais alana président inwali famille Bangoura khilira famille Ndiaye khilira inwali alaga barayibe alaga bumuguma alla metagan alaga sin santa fima mutana ne khambira alaga mutingribe alaga mufirebe kala mufirebe alaga makuyera kala muwama lagina khair goma awa alaga masara kama salama alaga makuyawuna alla mafitina subi alla makame subi alla magaye subi alla mabesangona sabatibe. Après l'exposition du corps, toujours à l'hôpital Ignace Dine, Abdul Karim Bangoura BAC a regagné sa dernière demeure ce vendredi. Que son âme repose en paix. C'était tout au compte de cette édition d'information. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgcoloma.info. À demain, Inch'Allah.